On peut poursuivre maintenant avec le contrôle pédagogique, qui est un dossier bien plus important. En introduction, est-ce que tu pourrais nous rappeler à quoi sert ce contrôle? Quel est son esprit? Alors, le contrôle pédagogique donc, vise à vérifier l'instruction qu'on donne à l'enfant. Alors, au niveau de la loi, hein, la première année, le contrôle pédagogique vise à vérifier si l'enfant est bien instruit, hein, si on se donne, qu'on lui donne les moyens d'être instruit. Et à partir de la deuxième année, le contrôle vient vérifier toujours l'instruction, mais voir si l'enfant progresse. Hein, puisque l'obligation qu'on a au niveau de l'académie, enfin du contrôle pédagogique, c'est de faire en sorte que notre enfant, entre 6 et 16 ans, progresse vers le socle commun, hein, et qu'à 16 ans, il ait acquis la même chose que tous les élèves doivent normalement avoir acquis également à 16 ans. Donc, ce qu'on appelle le socle commun. Euh, On va, donc voilà. on va revenir sur ces détails-là de nos obligations en termes pédagogiques, mais Après. donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'ils sont là pour vérifier qu'une instruction est donnée et qu'elle est progressive, et on est toujours sur ce cadre légal-là Voilà. aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Est-ce qu'il y a un délai minimum pour ce contrôle de l'éducation nationale? Est-ce qu'ils sont tenus à un délai? Oui, alors donc ils sont, disons qu'ils ne sont pas tenus à un délai maximum, mais effectivement, ils n'ont le droit de venir que, alors comme on dit, dans les 3 mois suivant la déclaration. Et ça signifie concrètement à partir de 2 mois et un jour après cette déclaration. Donc, comme je le disais en introduction, si vous déclarez le 1er septembre, enfin, que vous commencez l'instruction en famille au 1er septembre, ils n'ont pas le droit de venir vous contrôler avant le 2 novembre. D'accord. Et Et ils est-ce peuvent aussi venir, comme je le disais, en mai, en juin. Voilà. qui est souvent le cas, hein. Enfin, en général, à partir de mars, c'est la grande saison des inspections Oui, oui, alors il y a qui quelques commence. contrôles hein, en fin d'année autour du mois de décembre, mais la majorité des contrôles se font quand même effectivement entre février et mai, juin, Ouais. en général. Alors apparemment cette année, il y a on a entendu dire qu'ils ont eu des consignes disant qu'ils devaient avoir tout fait avant telle date, mais au niveau de la loi, ils ne sont pas enfin, tenus de venir obligatoirement avant le 3 mars ou je ne sais pas. Alors, ils doivent nous prévenir avant ce contrôle ou est-ce qu'il peut être inopiné? Et s'ils nous préviennent, combien de temps à l'avance? Est-ce que tu peux nous parler de tous ces délais-là aussi? Alors, au niveau de la loi, puisqu'elle a changé, hein, donc le contrôle peut désormais être inopiné. C'est-à-dire qu'ils peuvent débarquer chez vous sans vous avoir prévenu. Et à ce moment-là, ils doivent vous expliquer, hein, donc qu'ils viennent pour le contrôle, etc. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous acceptez, vous vous sentez prêt, vous êtes d'accord, vous acceptez. Ils rentrent chez vous, ils font le contrôle, voilà. Soit vous refusez, c'est votre droit aussi. Et à ce moment-là, la loi dit que vous aurez 15 jours pour faire un courrier pour expliquer, argumenter pourquoi vous avez refusé de les accueillir pour faire le contrôle. Et Alors, là, il faut savoir que au niveau de la loi, toujours la protection du domicile, ils ne peuvent pas s'imposer, ils ne peuvent pas rentrer chez vous. Donc, vous pouvez donner cet argument si vous le souhaitez. Simplement, il faut quand même savoir qu'au niveau légal, ce sera considéré comme un refus de contrôle, puisque dans la loi, à partir du moment où vous déclarez, vous accusez réception aussi du courrier de l'inspecteur vous disant que le contrôle peut être inopiné, ça sous-entend que vous acceptez qu'il puisse se faire chez vous. Donc, vous êtes en droit de le refuser, mais ça risque d'être considéré comme un refus de contrôle. d'accord. Et quels sont les bons arguments pour avoir refusé un contrôle inopiné alors? Alors, les arguments, ça peut être que votre enfant n'est pas là, si c'est le cas, hein, voilà, c'est logique. Ça peut être que vous n'êtes pas préparé, enfin voilà, vous n'avez rien à montrer, tout est rangé. Enfin, euh, voilà, aussi au niveau en termes de préparation psychologique, de stress, vous n'avez pas pu, voilà, vous souhaitiez plutôt quand même envoyer un dossier pédagogique avant pour expliquer votre choix pareil, vous n'avez pas pu le préparer, vous êtes pris un peu au saut du lit, comme on dit.
Donc, tous ces arguments voilà, peuvent être avancés. Une chose importante aussi qu'il faut savoir, par contre, c'est que si vous êtes absent du domicile, là, par contre, vous n'êtes pas tenu de justifier. On n'est pas assigné à résidence. Hein. On n'est pas tenu par les rythmes d'école, parce il y a des personnes qui ont été contrôlées de manière inopinée. On leur a dit, ah non, vous devez être chez vous aux horaires d'école. Mais non, c'est totalement faux. Donc, si vous étiez absent, là, pour le coup, on ne peut pas vous reprocher. Ça ne peut pas être considéré comme un refus de contrôle et vous n'avez même pas à faire ce courrier dont je parlais avant pour justifier. On est absent, on est absent. Ils ont pris le risque de venir de manière inopinée, tant pis pour eux. Hein. Ok. Voilà. Et Donc ça, c'est lorsqu'ils dans le cadre du contrôle inopiné. Après, tu me demandais, sinon, s'ils nous préviennent à l'avance, là, par contre, ils ont dans l'obligation de le faire au minimum un mois avant. C'est-à-dire que c'est le cachet de la poste, hein, toujours, ce n'est pas la date du courrier, ce n'est pas la date où on le reçoit, c'est le cachet de la poste. Si vous recevez le courrier pour un contrôle le 12 mars, eh bien, il doit avoir été posté au minimum le 12 février. Vous D'accord. l'envoyez le 1er mars pour le 12 mars, vous êtes en droit. Alors, pareil, voilà, chacun fait comme il le souhaite, mais au niveau de la loi, vous êtes en droit de refuser de demander à ce que le contrôle soit fait au minimum un mois plus tard. D'accord. Et donc, s'ils ont respecté les délais dans leur courrier et que néanmoins, à cette date-là, on ne peut pas, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Est-ce qu'on peut demander un report à l'amiable comme ça? Est-ce qu'ils ont le droit de nous imposer une date? Comment est-ce qu'on peut Alors, jongler pour si trouver une bonne jamais date? effectivement on ne peut pas à cette date-là, on peut faire un courrier pour demander le report de date. Il faut savoir donc, il y a effectivement des arguments qui permettent de demander ce report, qui sont des arguments tout à fait valables, un rendez-vous médical, enfin voilà, des choses qui peuvent se justifier. Par contre, il faut savoir que si vous dites ah bah, j'avais prévu d'aller au parc ou au musée ou voir ma copine, bon, évidemment, voilà, ça risque fort d'être refusé. Il faut un motif quand même valable et justifiable. D'accord. Mais c'est possible de le demander. Et comme on disait, effectivement, après, voilà, en toute intelligence, entre adultes, de dire ça m'arrange pas, est-ce qu'on peut décaler? Ouais. Et si la deuxième date qui nous est proposée par le plus grand des hasards tombe de nouveau mal, je sais que c'est déjà arrivé et en toute honnêteté par des familles. Est-ce que tu as déjà vu des cas où on trouvait une troisième date à l'amiable ou bien est-ce qu'à un moment donné, ils imposent une date et la discussion se termine? Moi, j'ai pas spécialement personnellement vu de cas comme ça, mais j'imagine que voilà, enfin, c'est toujours le même principe. On peut aussi, alors évidemment, plus on va demander à reculer, plus on risque d'être un peu en conflit ou d'être suspecté de vouloir repousser. Donc, il faut effectivement faire attention à ça. Mais bon, voilà, il y a des familles où les enfants, par exemple, ont des gros suivis, orthophonistes, psychologues, des choses comme ça. On n'a pas toujours le choix des rendez-vous. Voilà, alors dans l'idéal, quand on repousse déjà une première fois, c'est de pouvoir éventuellement leur fournir un calendrier avec nos disponibilités. Comme ça évite de reproduire le problème une seconde fois. C'est dire, bah, cette date-là, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous médical, voilà le justificatif, voilà toutes les dates où je suis pas dispo ou toutes les dates où je suis dispo en fonction de là où il y en a le plus. Et donc, après, ben voilà, si eux, ils sont sympas, ils tapent dans les dates où vous êtes dispo. Hein, voilà. On essaie de Oui, faire toujours au mieux en bonne intelligence. oui, c'est ça, hein, c'est l'idée au départ, c'est pas ne pas rentrer en conflit pour rentrer en conflit. Oui, voilà. Vraiment, s'il y avait un non-respect de la loi, après on sort un peu plus on montre un peu plus les dents, mais sinon au départ, tout doit pouvoir bien se passer. Et on part de ce postulat-là. On a beaucoup parlé des dates. Maintenant, on va parler du lieu du contrôle. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur nos droits ou les obligations auxquelles on est soumise concernant le lieu du contrôle? Alors, par rapport en ce qui concerne le lieu du contrôle, dans la loi, c'est marqué que le contrôle a lieu en principe au domicile. Alors, c'est assez flou, hein, ils ne sont pas idiots. En principe ne veut pas dire obligatoirement. Il faut savoir que dans le Vademecum sur l'instruction en famille, qui est un document interne à l'éducation nationale où tout le déroulement, les lois leur sont expliquées aux inspecteurs et où des conseils leur sont donnés, etc. Il est quand même noté que
dans l'idéal, il est mieux qu'ils aillent à domicile. Alors, pareil, il n'y a pas d'obligation, ni dans un sens ni dans l'autre. Simplement, il faut quand même savoir que c'est eux qui ont le dernier mot. Donc, on peut toujours négocier, on peut toujours essayer de demander, parce que si c'est prévu à domicile et qu'on n'a pas envie que ça soit dans leurs locaux, et inversement, si c'est prévu dans leur bureau, qu'on puisse demander à domicile, toujours pareil, en argumentant, en donnant voilà, nos raisons et nos arguments. La plupart du temps, ça peut bien se passer, ils peuvent accepter des changements, mais ils sont en droit de refuser, c'est toujours eux qui ont le dernier mot. À savoir aussi que là, la situation actuelle, on est en 2021, est particulière avec le Covid. Beaucoup ont pour aussi prétexte la situation sanitaire pour imposer. Alors, pareil, c'est tout à fait contradictoire, parce qu'il y en a qui imposent à domicile en disant on n'a plus le droit d'avoir des gens dans nos locaux, et inversement, il y en a qui imposent dans leurs locaux en disant on peut plus aller à domicile. Bon, donc c'est pareil, il y a un flou total là-dessus. Donc, on reste vraiment dans l'argumentation et la demande poli de changement. Ouais. Moi, pour parler de mon cas personnel, une seconde, la première fois, lors de la première convocation, ils m'ont demandé à venir dans leurs locaux. Ma fille était jeune. J'ai renvoyé un courrier en demandant si ça allait, en disant que je préférais que ça se passe chez nous pour la première fois, pour qu'elle soit plus à l'aise. Et ils ont accepté. Et ça s'est passé comme ça. Et une fois qu'on était en confiance, les années suivantes, on est allé chez eux. Oui, voilà. Voilà. Donc, ça peut se Ça, changer. ça arrive régulièrement. Voilà, ouais. Ils viennent chez nous la première année, ça leur permet aussi de voir un peu l'environnement de l'enfant, etc., tout ce qu'il a pour apprendre, enfin, les moyens qu'on se donne. Et puis après, ben, une fois que voilà qu'ils ont vu, ils nous demandent d'aller chez eux. Bon, après, voilà, c'est toujours négociable, hein, mais Et ils ont rien le dernier n'empêche mot. Et rien n'empêche d'emmener chez eux, si ça doit se Oui, faire chez eux, d'apporter des photos du domicile et tout à du fait. travail et du matériel pour donner une idée et montrer qu'on met les bons moyens en œuvre pour l'instruction. C'est ça. Se pose toujours la question pour la préparation de ce contrôle, de l'envoi ou pas d'un dossier pédagogique à l'avance. Quelle est ta position là-dessus, ou tout du moins, qu'est-ce qui se pratique et quel est l'intérêt d'envoyer un dossier pédagogique en avance si on le souhaite? Alors, il faut savoir que ce n'est pas du tout une obligation, hein. La loi n'impose pas, même si dans leur courrier, souvent, ils le demandent, vous me donnerez, vous me fournirez voilà, un document explicitant vos choix pédagogiques, etc. Ce n'est pas une obligation. Bon, cependant, c'est quand même bien conseillé. Alors, pour deux raisons, ça permet de préparer correctement le contrôle. De leur côté, ça leur permet quand même déjà d'avoir un peu une idée de comment vous fonctionnez. Ça vous permet, vous, d'envoyer aussi, de dire vos choix, comment vous faites avec l'enfant, ce que vous acceptez, que vous n'acceptez pas en termes de pédagogie, etc. Ça leur permet, eux aussi, de préparer les exercices qu'ils vont donner à l'enfant en fonction donc, de ses choix pédagogiques, qui sont censés en tenir compte. Donc, si vous leur avez rien envoyé, fatalement, soit ils peuvent venir avec pas du tout d'exercice et s'adapter sur place, ça arrive, soit ils vont forcément préparer des exercices sans savoir. Et là, le risque, c'est que les exercices ne soient pas adaptés à votre enfant ou à votre pédagogie, etc. Que ce soit même des exercices, comme on dit, standardisés, des tests basés sur le niveau scolaire de l'enfant, etc. Donc, il est toujours mieux d'envoyer un dossier. À savoir que ce dossier, il n'est pas obligé de faire 30 pages, hein. Il n'y a pas de minimum ou de maximum. Euh, il peut prendre différentes formes. Moi, personnellement, sur les 20 contrôles, ça a évolué. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez faire un dossier assez fourni, matière par matière, en lien, pourquoi pas dans un tableau avec en face les attendus de l'éducation nationale. Voilà, c'est pas du tout une obligation, puisqu'on n'est pas tenu, on y reviendra après, hein, de suivre le programme à la lettre. Il y a des familles qui font ça, il y a des familles qui font juste une liste, une simple liste de tout ce qu'ils ont fait dans l'année, hein, en mettant les sorties pédagogiques, les visites, une maquette de ceci, cela, il a lu tel livre, on a visité tel musée. Voilà. Il y a des familles qui font juste un petit dossier avec des photos, avec juste une petite phrase en dessous de chaque photo. Enfin, voilà, c'est possible. Il faut savoir aussi qu'il y a des inspecteurs qui lisent tout bien comme il faut et qui font tout ça bien comme il faut, et il y a des inspecteurs qui n'ont pas le temps ou ne prennent pas le temps de lire. Donc, si vous avez fait 3 pages, c'est moins frustrant que si vous en avez fait 30. Donc voilà, donc
moi, je conseille d'en faire un petit au minimum avec vos choix pédagogiques, comment vous fonctionnez. Euh, et aussi quelques exigences, entre guillemets, sur ce que vous souhaitez ou pas pour le contrôle. Voilà, pour qu'eux puissent avoir quand même une base. Oui, et ce que tu disais aussi, ce que je t'ai souvent entendu dire, c'est que le dossier pédagogique, il est rassurant aussi pour nous. Déjà, il nous permet de se remémorer, de redresser un bilan de ce qu'on a fait. Et souvent, on a l'impression d'avoir rien fait. Et une fois qu'on l'écrit, j'ai encore une copine qui me disait ça la semaine dernière, une fois qu'on passe à l'écrit, on se rend compte qu'en fait, on a fait des tas de choses. Et puis, ça permet de s'y référer et quelque part de les prendre éventuellement à défaut si eux ne l'ont pas lu. C'est-à-dire, on se sent plus fort, disons, Oui, dans ce contrôle si on a fait un c'est dossier. ça. C'est-à-dire qu'après, c'est aussi de se connaître soi-même. Si on sait qu'on est à l'aise, qu'on va savoir se défendre, dire des choses, répondre un peu du tac au tac, tout en restant poli, hein, bien sûr, mais voilà, savoir interagir à l'aise, il n'est pas forcément utile de le faire. Mais le fait d'avoir envoyé quand même un courrier à l'avance avec un peu nos choix, nos exigences, dire qu'on ne veut pas ci ou qu'on ne veut pas ça, ça permet aussi d'être un peu plus fort ce jour-là, de dire ben, dans le courrier que je vous ai envoyé, je vous ai bien dit que, et donc voilà, le fait d'avoir déjà prévenu une première fois, ça peut aussi nous conforter, nous. Et effectivement, comme tu dis, de les prendre aussi en défaut. Moi, ça m'est arrivé une année où je n'avais pas lu. Ils me posaient plein de questions sur des choses que je leur avais envoyées, où je leur ai dit, mais vous n'avez pas lu mon dossier. Donc voilà, là, ça permet aussi de les mettre en défaut et puis que ça les calme un peu, quoi. Ouais. Pour le cas où ils sont un peu dans l'abus, ça permet ça. Mais surtout, voilà, de se conforter soi-même aussi quand on n'est pas forcément très à l'aise. Et de se préparer. Mais comme on a dit, il n'y a aucune obligation à le faire et il y a des tas d'inspections qui se font sans avoir envoyé préalablement un dossier pédagogique et ça se passe très bien aussi du moment qu'on est au clair le jour même pour répondre aux demandes et pour savoir ce qu'on accepte ou pas. Il y a Pas des familles d'obligation d'ailleurs, légale. oui, il y a des familles d'ailleurs qui préfèrent euh, le jour même expliquer à l'inspecteur comment il fonctionne, etc. Ça permet aussi de gagner un peu de temps sur l'entretien. Parce qu'ils sont parfois, voilà, ils sont filous, mais nous, on peut l'être aussi, hein. Ils ont parfois un temps limité pour l'entretien, et donc, bah, et plus nous, on parle, et moins l'enfant fera d'exercice, voilà. Et puis aussi, tout simplement, il y a des gens qui préfèrent avoir une base de discussion, que tout n'ait pas été envoyé avant parce qu'il n'y a plus rien à dire ce jour-là. Voilà, donc c'est vraiment au choix de chacun. Marie, donc toujours sur le contrôle pédagogique, on a beaucoup parlé donc de ce qu'on envoie à l'avance ou de ce qu'on reçoit à l'avance avec le courrier de convocation. Concernant les personnes présentes, ça c'est aussi une question importante. Si le courrier ne précise pas qui va être présent, est-ce qu'on est en droit de demander qui le sera et qui peut être présent en fait lors de cette inspection? Alors, qui peut être présent, c'est pas forcément défini. En général, je dis bien en général, c'est un inspecteur ou une inspectrice et un conseiller ou une conseillère pédagogique. Parfois, ils mettent aussi qu'il y aura éventuellement un psychologue de l'éducation nationale. Il arrive aussi parfois qu'ils souhaitent venir à trois, à quatre, plusieurs conseillers pédagogiques, etc. Là, c'est comme on disait tout à l'heure, il est possible d'argumenter pour dire que bon, 5 personnes face à un enfant de 4 ans, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc voilà, c'est de l'argumentation. En ce qui concerne le nom des personnes, si on souhaite le connaître et que ça n'a pas été dit, on a le droit. Hein, puisque la loi, pareil que j'évoquais tout à l'heure sur les relations entre l'administration et les citoyens, permet d'être toujours au courant donc le nom, le prénom et la fonction des personnes à qui on a affaire et ça doit toujours être rappelé dans les courriers qu'on reçoit. Donc on est en droit de le demander. Après, voilà, à savoir pourquoi on le demande, est-ce que c'est vraiment important ou pas. Mais si on souhaite vraiment le savoir, on est en droit de le demander. Par contre, pour le nombre de personnes, enfin, ça peut être compliqué. Il n'y a pas d'exigence précise. C'est uniquement sur de l'argumentation. Et pour le psychologue, par contre, on peut aussi demander à ce qu'il ne vienne pas, puisque même si on vous dit qu'il ne vient pas en tant que psychologue, il est quand même psychologue et le code de déontologie des psychologues dit qu'il faut l'accord des parents pour qu'un enfant soit face à un psy, donc on peut refuser.
la majorité des familles qui disent qu'elles ne souhaitent pas que le psychologue soit là sont entendues et en général, il ne vient pas. Moi, je l'ai toujours refusé, il n'est jamais venu, hein. Ils le mettent aussi systématiquement dans les courriers, c'est pas forcément. Voilà, c'est des courriers types, hein, Ouais. Oui, eux aussi, ils ont des courriers types et du coup, mm. parfois, ils pensent même pas venir avec le psychologue, mais c'est quand même écrit dans le courrier. Si on parle maintenant du rendez-vous en tant que tel, donc la grosse question, est-ce qu'ils peuvent séparer les parents et les enfants et est-ce qu'ils peuvent exiger qu'un seul des parents soit présent? Alors non, en fait, on a l'autorité parentale, donc on est autorisé, enfin voilà, on n'est pas censé accepter que notre enfant soit séparé de nous et encore moins qu'il aille je ne sais où avec un inconnu. Pareil pour la présence des deux parents. Si les deux parents ont l'autorité parentale, ils ont le droit d'être présents tous les deux. Ça, c'est possible. Et ils ne peuvent pas nous obliger à se séparer, à emmener l'enfant dans une autre pièce sans aucun des deux parents si on ne le souhaite pas. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très clair dans la loi. S'ils disent, bon, bah, monsieur, madame, vous allez rester avec moi et pendant ce temps-là, votre enfant va aller parler avec la conseillère pédagogique, il ne faut pas perdre son sang-froid, rester clair, rester poli, mais bien dire que ben non, on n'accepte pas. C'est parce que Voilà. souvent, c'est très traumatisant, ça, pour les familles, hein. Oui, oui, c'est ça. Et puis, alors, il faut aussi bien savoir quand même que un enfant scolarisé, il n'est jamais mis en situation d'être seul avec un inconnu avant l'oral du bac français, c'est-à-dire en première. Hein. Moi, j'ai vu quand même là récemment des contrôles où on prend l'enfant de 3 ans et demi dans une autre pièce face à une ou deux personnes qu'il ne connaît pas, le parent dans le bureau avec l'inspecteur et le conseiller pédagogique après revient en disant ah, il est trop timide, il est introverti, il n'a pas répondu à mes questions. Enfin, voilà, et encore, j'ai un enfant de 3 ans et demi, mais même un enfant de 10 ans peut être impressionné d'être face à quelqu'un qu'il n'a jamais vu, qu'il ne connaît pas, en situation de stress. Donc, c'est voilà, c'est normal. Deuxième chose aussi, si vous n'êtes pas présent lors des exercices qui sont donnés à votre enfant, vous ne pouvez pas valider ces exercices. Vous ne pouvez pas dire si effectivement ils étaient adaptés à votre enfant ou pas. Donc, en cas d'abus, en cas de second contrôle, de contre-rapport, on y reviendra après, bah, vous n'avez pas de poids et pas de prise puisque vous n'étiez pas présent. Ouais. Donc, ce sera votre parole contre la leur et celle de l'enfant. Donc, voilà, enfin, vous êtes vraiment en droit d'exiger d'être présent auprès de votre enfant. Si Et encore, l'inspecteur a prévu une organisation différente, ce n'est pas votre problème. Vous pouvez tenir bon et être vraiment dans votre droit. et encore une fois, c'est pas un examen, donc l'enfant a aucune raison de se retrouver seul face à l'inspection. Voilà, ce n'est pas un examen, ce n'est pas une évaluation, c'est vraiment juste une vérification de l'instruction. Donc, Dans le cadre de cette vérification d'instruction, comme tu viens de l'évoquer, est-ce qu'ils peuvent du coup exiger un niveau scolaire? C'est là toute l'ambiguïté un peu de la loi et du regard de l'inspecteur qui lui est habitué à visiter des classes. Comment sont-ils censés procéder par rapport à ça? alors non, ils ne peuvent pas exiger un niveau scolaire, ils n'ont pas le droit de le dire ni même de l'écrire, hein, que l'enfant n'a pas. Alors admettons, il devrait, s'il était scolarisé, il a tel âge, il devrait être en CE2, donc il doit savoir faire ça, 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 parce qu'en CE2, ben non, en fait ça, ils n'ont pas le droit du tout. On n'est pas tenu, hein, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la loi, on n'est pas tenu par la progression de l'éducation nationale, les paliers du socle commun dans l'ordre, au même moment, au même âge, etc. La seule obligation qu'on a, c'est une obligation de moyens, d'amener l'enfant vers la maîtrise du socle commun. Et les paliers du socle commun, c'est juste un repère qui permet entre nous et l'inspecteur d'avoir un peu des bases communes. Ça permet à l'inspecteur de dire, ben voilà, normalement, en CE2, ils doivent savoir faire ça. Bon, votre enfant, il n'en est pas loin, ou votre enfant, il en est vraiment très loin, ou votre enfant, il est largement dépassé. Mais voilà, c'est plus une base pour se donner dans l'échange, mais pas une exigence, en fait. Donc, ça, ils n'ont absolument pas le droit de se baser sur un niveau attendu à l'école. D'accord, donc ça veut dire que concrètement, si mon enfant ne sait pas lire à 9 ans, à 10 ans,
En théorie, par rapport à la loi, je n'ai pas d'inquiétude à avoir du moment que je mets en œuvre les moyens pour montrer que à 16 ans, il saura ça, il saura lire. Voilà. Alors, en théorie, comme tu dis, hein, la loi est claire par rapport à ça, effectivement. Je dois pouvoir, entre 6 et 16 ans, faire le programme scolaire dans l'ordre que je veux, que mon enfant est capable de suivre, etc. Euh, L'obligation que j'ai, c'est qu'à 16 ans, il est tout acquis, même si c'est discutable, hein, puisque à l'école, ils n'ont pas non plus tout acquis, mais bon, c'est un autre sujet. La loi, c'est ça. Bon, alors, soyons honnêtes, ça c'est la théorie. En pratique, si mon enfant ne sait pas lire à 12 ans, je vais quand même avoir plus facilement des problèmes qu'une famille dans laquelle l'enfant sait lire à 6 ans. Mais ce n'est pas au niveau légal, ce n'est pas une obligation et ce n'est pas une raison de contrôle défavorable, logiquement. Alors, ils peuvent quand même vous dire que, voilà, il y a comment on va dire ça, pas un défaut d'instruction, mais disons Une que l'instruction n'est défaillance. pas suffisante, etc. Donc, évidemment, après, ça va être un peu une bataille d'argumentation pour un contre-rapport, pour un second contrôle, etc. Mais la loi est claire, on n'est pas tenu par les paliers du socle commun. D'accord, donc vraiment, ils doivent vérifier que les moyens sont mis, que l'instruction est progressive, que donc chaque année, on voit des nouvelles choses, on avance vers le programme, vers la maîtrise du socle commun. Mais ils n'ont pas à nous comparer au niveau des écoles, même si ils ont cette tendance-là très forte, forcément, puisque c'est leur métier à la base. Oui. Leur métier, c'est d'abord ça. Donc, il faut comprendre que c'est aussi leur culture et que les ramener à la loi, ça peut se faire gentiment euh, parce qu'il faut comprendre que leur quotidien, c'est d'abord de contrôler que les enfants en classe ont ces exigences-là et ces obligations. D'où l'intérêt, justement, d'ailleurs, d'envoyer un petit dossier pédagogique quand même avant. Hein. Pour ça, je disais que c'était quand même conseillé, parce que ça permet justement, si vraiment il y a un gros décalage par choix ou parce que l'enfant fonctionne différemment, etc., si vraiment il y a un gros décalage avec ce qu'ils sont censés faire à l'école, ça permet justement d'expliquer, de justifier et de s'éviter aussi un peu les foudres de l'inspecteur qui, comme tu le dis, eux, ils rentrent dans leur case, hein, c'est leur métier, ils connaissent que ça, ils ne sont pas formés pour contrôler l'instruction en famille, ils connaissent même pas toujours les pédagogies alternatives, etc., les apprentissages autonomes, enfin tout ça, ils n'ont pas toujours connaissance. Donc, voilà, ça permet d'expliquer et d'anticiper. Oui, tout à fait. Et une astuce aussi qui peut être donnée, j'ai une amie qui fait ça, c'est qu'elle se renseigne toujours lorsqu'elle a son inspection qui approche sur le niveau qui a été atteint et enfin, les notions qui ont été vues dans le niveau scolaire de son enfant, dans son école publique de rattachement. Mhm. Et comme ça, parfois, quand l'inspecteur vient en disant, mais vous savez, à son âge, il devrait déjà avoir vu l'imparfait, je dis n'importe quoi, et elle est capable de dire, mais vous savez, à l'école du village, ils ne l'ont pas encore fait. Oui, Voilà, oui. donc des fois, ça aide aussi pour ramener l'inspecteur à la réalité de manière très douce, là, pour le coup, de savoir ce qui se fait dans les classes, même si on n'est pas tenu de le faire, mais je le dis ça peut C'est des une fois, possibilité, ça oui. peut aider des fois, ça peut Mhm. rendre plus zen. Voilà. Alors, concernant les exercices, je sais que la loi a dû changer, je pense que c'était en 2019, que maintenant des exercices peuvent être exigés dans le cadre de l'inspection. Qu'est-ce qui peut être exigé et comment on peut réagir face à ça? Alors, les exercices, donc c'est effectivement dans la loi, hein, le contrôle se passe en deux temps. Les parents sont d'abord, alors, je dis d'abord, c'est pas forcément en termes de chronologie, je vais expliquer après. Les parents sont entendus sur leur pédagogie, la façon dont ils fonctionnent, justement, leur choix pédagogique, etc. Et des exercices écrits ou oraux, pas les deux, hein, c'est bien ou, peuvent être proposés à l'enfant. Alors, c'est pas non plus une obligation, hein. Il y a des inspecteurs qui ne font pas faire d'exercice à l'enfant, ça reste un contrôle sur la base d'une discussion, etc. Bon, comme ils ont le droit, la plupart quand même en proposent. Donc, euh, ils sont obligés de tenir compte de la pédagogie des parents, des choix pédagogiques, et les exercices doivent être adaptés à l'enfant et à ce qu'il a réellement vu. Donc, soit ça se fait en deux temps chronologiques, c'est-à-dire que d'abord, ils discutent avec les parents et ensuite, ils font faire les exercices à l'enfant
en tenant compte de ce que le parent vient de dire, soit parfois ça se fait aussi en petits allers-retours. On discute des maths, tiens, qu'est-ce que vous faites, comment vous voyez les maths, c'est quoi votre pédagogie? Ah, d'accord, bah tiens, je vais lui poser une question en maths. Après, on va parler du français, voilà. Ça peut se faire de manière différente, mais ils sont quand même toujours obligés de tenir compte donc, de votre pédagogie et de ce que l'enfant a appris. C'est-à-dire que si vous leur dites Bidule, il n'a pas encore appris les soustractions, eh ben, il ne peut pas lui donner un exercice de soustraction. Sinon, forcément, votre enfant il va être en échec puisqu'il n'a pas appris, il ne saura pas le faire. Donc, forcément, le contrôle va être défavorable. Donc, ce n'est pas du jeu, quoi. Hein, donc, voilà, ils sont vraiment obligés de tenir compte de ça. Ils sont obligés de tenir compte de ce qu'on a vu, ils sont obligés de tenir compte aussi de notre posture pédagogique. Donc, par exemple, si j'inscris dans mon dossier pédagogique ou si je leur explique le jour même que pour moi, il est vraiment important que mon enfant ne se retrouve pas en situation d'échec parce que je considère que c'est négatif et que ça bloque les apprentissages par la suite, je peux leur dire, alors là, cet exercice, si mon enfant se retrouve en échec lors d'un exercice, je peux leur dire stop, en fait, c'est ça, et leur Oui. dire, bah non, ça ne correspond pas à ma façon de procéder. Voilà, tout à fait. D'où l'intérêt d'être présent. Vous avez le droit d'aider votre enfant, vous avez le droit de lui parler. Enfin, on rappelle, hein, ce n'est pas un examen. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est vraiment, si vous voyez que votre enfant est en difficulté, vous pouvez effectivement dire stop. Si c'est trop long, vous pouvez dire stop. Si on lui propose un exercice chronométré, que vous ne faites jamais ça, votre gamin, du coup, il est en stress, au secours, eh ben, vous pouvez dire, bah non, moi, je ne souhaite pas que l'exercice soit chronométré. Ma pédagogie, c'est de laisser le temps à l'enfant de découvrir la consigne, de la comprendre. S'il ne comprend pas, je lui explique. Je lui redis avec d'autres mots, etc. Donc, il n'est pas question qu'on le chronomètre. Voilà, vous pouvez toujours ramener à votre pédagogie. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être vraiment à côté de l'enfant au moment des exercices. Et si l'enfant refuse de lui-même un exercice, je ne sais pas quel est son droit à lui dans la loi, mais en tout cas, nous, on peut reprendre son refus en disant que nous-mêmes, nous nous opposons pour une raison X ou Y. Oui, Et voilà, l'enfant, ce pareil. jour-là, ne veut pas. Ouais. Ça arrive souvent avec les tout petits. Hein. Oui, voilà. Après, ils sont censés savoir qu'un enfant tout petit, ben, voilà, c'est timide. Enfin, c'est pas assez timide, mais c'est plus difficile face à un inconnu. On a besoin d'être rassuré par ses parents. Donc, enfin voilà, les inspecteurs qui forcent un enfant de 3 ans ou qui le séparent de ses parents, etc. Enfin, voilà, c'est en toute logique, ils sont censés quand même connaître un minimum de choses sur le développement de l'enfant. Donc, voilà, on peut argumenter aussi dans ce sens, quoi. Donc, je reprends ma question. Donc, dans la loi, si je comprends bien, rien ne nous interdit de pratiquer le unschooling. Ça veut dire que si j'explique aux inspecteurs que moi, ma manière de procéder, c'est de faire par manipulation, par situation concrète, dans la vie réelle, et que je n'utilise pas de cahier, de manuel, etc., ils sont censés l'admettre et adapter les exercices Oui. lors de En fait, c'est l'inspection. ça. On n'est pas tenu. Voilà, ouais, Pour eux, on n'est pas tenu du tout par une manière de faire, par une pédagogie qui serait imposée, justement. Hein. On a la liberté pédagogique. Et donc, le unschooling, hein, ce qu'on appelle le unschooling, les apprentissages autogérés, laisser l'enfant apprendre à sa manière, etc., c'est tout à fait légal. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est quand même très souvent plus compliqué à défendre que quand on suit à la lettre le programme. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, de l'expliquer un peu en amont dans son dossier. Il existe aussi un document qui a été fait par l'association Les Enfants d'abord qui explique justement, hein, c'est un petit livret donc sur cette manière d'apprendre qu'on peut aussi leur envoyer à l'avance. Voilà, et donc en expliquant dans notre courrier que justement, voilà, l'enfant n'a pas l'habitude de faire des exercices avec une consigne scolaire, par exemple. Il a plus l'habitude qu'on lui pose des questions ou il va préférer montrer des choses qu'il a faites, etc. Donc voilà, ça permet d'anticiper, encore une fois. Donc voilà, en théorie, on peut être dans le unschooling. En pratique, il faut être bien prêt à le défendre quand même. ouais. Et on peut aussi apporter soi-même des idées d'exercices à faire réaliser par l'enfant ou apporter des supports même d'exercices à faire réaliser par l'enfant. Ça peut aider des Voilà. fois des inspecteurs qui sont bloqués parce qu'ils ne comprennent pas notre pédagogie. Ça permet de mettre en scène un peu les apprentissages devant l'inspecteur sans mettre l'enfant en difficulté peut-être.
Voilà. C'est important aussi. Alors, j'ai une question sur les convocations dont on sent qu'elles concernent des contrôles collectifs. Oui. Ça arrive beaucoup, notamment en ce moment, avec pour argument du côté des inspections qu'il y a une recrudescence du nombre d'instruits en famille et donc ils ont besoin de grouper les contrôles. Quand on reçoit une convocation et qu'on sent que ça va être un contrôle collectif, est-ce qu'on peut déjà interroger pour savoir si c'est bien ça qui est prévu? Et est-ce qu'on peut refuser le cadre collectif, c'est-à-dire demander finalement une personnalisation à la fois de l'entretien individuel avec les parents et puis de la partie exercice pour que ça, parce qu'on imagine mal comment des exercices collectifs standardisés puissent s'appliquer à notre pédagogie et au niveau de notre enfant. Donc, est-ce qu'on peut refuser un contrôle collectif? Alors, comme tu dis, on peut déjà questionner si on a un doute. Parfois, c'est expliqué clairement dans le courrier, hein. Je verrai les parents d'un côté et votre enfant, il ira dans une salle de l'autre. J'ai même vu passer là récemment, vous déposerez votre enfant à l'école machin truc et vous le reprendrez à 9 heures et vous le reprendrez à midi. Bon, voilà, donc là, effectivement, c'est totalement hors la loi, hein. Je rappelle donc qu'on a le droit d'être à côté de son enfant tout le temps. Donc ça, c'est une chose, donc on peut questionner. Après, si effectivement, ça vous est confirmé que c'est bien un contrôle collectif, là, il y a deux choses. Il y a collectif et collectif. C'est-à-dire que soit c'est collectif dans le sens où eux, par rapport à leur organisation, ils ont prévu de convoquer plein de familles en même temps parce que c'est plus simple pour eux, mais qui respectent, c'est-à-dire qu'ils voient chaque parent séparément avec les enfants. Que après, votre enfant, il est, pourquoi pas, dans une grande salle avec d'autres, et vous à côté, mais que les exercices qu'on lui propose, c'est des exercices rien qu'à lui, et que le voisin, il n'a pas les mêmes, voilà, là, on n'est pas dans le hors-la-loi. Par contre, si effectivement c'est collectif au sens tous les gamins de CE2 dans la salle A, tous les gamins de CM1 dans la salle B, et ils font tous les mêmes exercices, là, c'est hors la loi. Ils n'ont pas le droit de donner des exercices standardisés qui ne tiennent pas compte de votre pédagogie, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, effectivement, vous pouvez refuser. Alors, le conseil, c'est de ne pas s'en aller. C'est vraiment de repartir dans le couloir avec son enfant, de dire, moi, j'attends que vous me proposiez un contrôle dans les règles. Je ne refuse pas le contrôle, je refuse juste la façon dont il est proposé. Hein, je suis dans mon droit de demander à ce que les exercices soient adaptés à ma pédagogie et à mon enfant, donc j'attends. J'attends. Voilà. Et puis, si vraiment, eux, en général, ça se passe, enfin, voilà, ils vont s'adapter, hein. Là, ça s'est passé récemment. L'inspecteur y est parti. Il est revenu 5 minutes après en disant, ah oui, vous avez raison, effectivement. Donc, ben, on va finir avec les autres et on vous prendra après tout seul en individuel. Voilà, bon, on est entendu. Parfois, il y a refus. Et à ce moment-là, effectivement, bah, eux, de toute façon, ils sont dans leur tort. Vous pouvez même leur dire, bah, faites-moi un papier comme quoi vous refusez le contrôle et pas moi, hein, puisque moi, je suis là, je suis venu. Voilà. Donc, effectivement, ils n'ont pas le droit de faire du collectif au sens où tout le monde, tous les enfants ont les mêmes exercices. D'accord. Et si on le détecte à l'avance, on peut faire un courrier pour demander Voilà. un, Pour le un contrôle. refuser et dire que voilà, on accepte que l'enfant soit dans une salle où il y a d'autres enfants avec nous à côté, s'il a des exercices personnalisés qui lui sont propres et qui tiennent compte de notre pédagogie. Mais si ce n'est pas le cas, c'est niette, quoi. D'accord. Et est-ce que, ça c'est un autre cas, et je pense encore à une autre amie, est-ce que l'inspection peut déléguer le contrôle à, par exemple, des conseillers pédagogiques sans que l'inspecteur soit présent lui-même en personne? Oui, oui, en règle générale, d'ailleurs, c'est ça, c'est que l'inspecteur, il est plus dans l'échange avec les parents global. Mais qu'il Et ne en soit pas là du général, tout. S'il n'est pas là du tout, il a qu'il ne soit complètement pas là du délégué. tout. Ouais. Il est en droit de déléguer, oui, oui, il est en droit de déléguer au conseiller pédagogique. Alors, oui, ça arrive, hein, mais en règle générale, il y a quand même souvent un inspecteur et un conseiller pédagogique. Euh, c'est rare qu'il ne soit pas là, mais ça peut arriver. Il a le droit de déléguer à ses collègues qui sont habilités pour ça, quoi. D'accord, ok. Non, c'est parce que c'est arrivé récemment et je voulais être sûre que c'était légal en fait. Tout à fait. Euh, donc, est-ce que ensuite, on avait parlé du niveau scolaire, on avait parlé des exercices, le rapport. On arrive au stade du rapport, le contrôle a été fait. Est-ce qu'ils sont tenus de nous envoyer, d'écrire un rapport, de nous l'envoyer, sous quel délai? Qu'est-ce que dit la loi par rapport à ça? Alors, la loi est très claire, hein, donc ils sont effectivement dans l'obligation de faire un rapport et de nous l'envoyer dans les 3 mois maximum.
Donc, si jamais au bout de 3 mois, vous ne l'avez toujours pas reçu, vous relancez. Si, malgré les relances, vous n'avez toujours pas gain de cause, vous pouvez, comme on l'avait dit tout à l'heure pour le rapport aussi de la mairie, vous pouvez saisir la CADA pour demander à obtenir le rapport. Bon, en général, on le reçoit, hein, la majorité du temps, ça arrive qu'on ne le reçoive pas, mais bon, la plupart du temps, on le reçoit. Mais c'est possible de ne pas l'avoir et à ce moment-là, on peut l'exiger. Donc, quand on reçoit ce rapport, soit il nous convient et là tout va bien, soit il peut y avoir des erreurs de forme. Alors, des fois, il se trompe de prénom de l'enfant ou de l'âge, etc. Là, on peut faire un retour pour demander correction. Mais qu'est-ce qui se passe donc si ce rapport est négatif et qu'un second contrôle est exigé? Comment est-ce qu'on peut réagir? Alors, si un second contrôle est exigé et que vous estimez que ce n'est pas cohérent, hein, qu'effectivement le rapport du premier contrôle n'est pas, on va dire, respectueux de tout ce que vous avez montré, qu'il y a des erreurs, des mensonges, des choses qui ne sont pas en lien avec ce que vous avez dit, etc. Vous pouvez, donc, ce qu'on appelle faire un contre-rapport. Donc, vous allez écrire, alors il y a deux niveaux, hein. Il y a le recours, on va dire, administratif, c'est-à-dire que vous allez écrire à l'inspecteur qui est venu et au DAZEN, hein, donc au directeur académique, en argumentant. Alors, souvent, les familles, elles reprennent point par point le rapport qu'elles ont reçu, elles démontent en argumentant, elles démontent un peu les conclusions de l'inspecteur et en expliquant qu'elles ne sont pas d'accord, pourquoi, en prouvant le contraire, etc. Elles envoient ce courrier en demandant l'annulation pure et simple du second contrôle. Et on peut faire aussi un recours hiérarchique, c'est-à-dire que le même courrier, on va le mettre en copie et on va l'envoyer au supérieur hiérarchique, donc le recteur d'académie. On peut même aussi écrire au ministre, hein, voilà, pour justement aller plus loin. Et on attend le retour. Donc, une fois qu'on a un retour, soit effectivement, ils en ont tenu compte, le second contrôle est annulé, point, pour cette année, c'est fini, le prochain contrôle aura lieu pour l'année scolaire suivante si on continue l'instruction en famille, soit c'est refusé, il y a quand même un second contrôle, et là, ben, encore une fois, deux solutions s'offrent à vous, soit vous acceptez, et puis vous pliez, et vous pliez au second contrôle, soit vous refusez et là, ben, effectivement, ça part au tribunal. Donc, il faut être prêt aussi à se battre au tribunal contre les inspecteurs. D'accord, mais rappelez peut-être quand même que le nombre de contrôles, de premiers contrôles qui se passent bien et qui débouchent sur un rapport positif concerne une large majorité Oui, des oui, oui. cas. Oui. Il y a 93% des contrôles, des premiers contrôles qui se passent très bien. Hein, là, on est toujours, comme je disais tout à l'heure, on explique tout ça dans le au cas où. Hein, mais 93% des contrôles au jour d'aujourd'hui se passent bien. Et même en cas de second contrôle, 97% des seconds contrôles se passent bien aussi et se terminent correctement. Hein, ne débouchent pas tous sur une injonction de scolariser. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir. La plupart des contrôles se passent bien, aussi parce qu'un inspecteur a d'autres chats à fouetter, presque l'instruction en famille, et qu'il a aussi intérêt à envoyer des rapports positifs pour éviter d'avoir plus de travail Oui, et puis quand derrière. même redire aussi que les rares contrôles qui ne se passent pas bien, alors c'est pas systématique, hein, je ne généralise pas, mais la plupart du temps, c'est aussi souvent parce que les familles justement n'ont pas été bien préparées, ne connaissaient pas forcément leurs droits, ont accepté des choses qui n'étaient pas légales et donc forcément, comme je disais tout à l'heure, si on fait faire à votre enfant que des choses qu'il ne sait pas faire parce qu'il devrait être en CE2, nanana, ben forcément il a tout faux. Donc évidemment, voilà, donc on revient toujours à la même chose, bien préparer son contrôle à l'avance, connaître ses droits, c'est vraiment le minimum. Ouais. Et ben justement, ça nous amène à notre dernière question, Marie, qui était qu'est-ce que tu conseillerais de faire préalablement au contrôle, justement pour être bien préparé et éviter tout déboire avec, avec l'inspection nationale. Alors donc, ben, comme je le disais, bien connaître la loi, donc aller la chercher sur les sites des associations, sur Légifrance, la lire. Si on ne comprend pas, on peut demander de l'aide.
Euh, Comme je disais en introduction, moi je suis relais Hauts-de-France pour l'association Les Enfants d'abord. Vous pouvez sur le site trouver le relais qui vous correspond en fonction de la région où vous habitez. Vous pouvez l'appeler, dire j'ai pas compris, il va vous expliquer. Pareil dans les autres associations, hein, il y a des personnes qui vous répondent et qui vous orientent. Donc, se préparer aussi psychologiquement, entre guillemets. Effectivement, si jamais l'inspecteur me dit ça, qu'est-ce que je peux répondre? Aller aussi demander à d'autres familles des témoignages, des gens qui l'ont vécu, comment ça s'est passé, comment tu t'es défendu, est-ce que ça s'est bien passé, qu'est-ce qu'ils peuvent, voilà. Préparer, avoir aussi des petites phrases clés en tête qu'on peut répondre aussi à l'inspecteur quand on n'est pas forcément à l'aise, on peut se préparer aussi voilà, des répliques. Euh, donc Avoir voilà. lu le Vademecum, peut-être? Le Oui, Vademecum, alors, c'est important? oui, pareil, donc aussi bien les lois. Alors, ce qui est au-dessus de tout, c'est la loi. Le plus important, c'est la loi, c'est vraiment ce qui prévaut. Après, effectivement, il y a des circulaires, il y a des décrets hein, qu'on peut aussi lire, alors, qui n'ont pas valeur de loi parce qu'ils sont en dessous de la loi, mais qui quand même donnent aussi des indications. Et effectivement, le Vademecum, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui est le document interne qui est donné aux inspecteurs et aux conseillers pédagogiques pour savoir, eux, comment ils doivent faire et qui reprend bien aussi la loi, qui leur explique, mais du coup, ça nous l'explique à nous aussi. Il est très bien fait. Alors, il ne faut pas avoir peur, il fait 140 pages, mais il y a 100 pages d'annexes, hein, de documents qui, on peut les lire, hein, bien évidemment, mais qui ne sont pas forcément indispensables. Ce qui nous concerne à lire fait une trentaine de pages. Mais c'est vraiment important d'aller le lire parce qu'effectivement, voilà, ça remet bien les choses au clair sur aussi eux, ce qu'on leur dit qu'ils ont le droit de faire et pas faire. Et on peut aussi, du coup, leur dire, bah, dans votre vadémécum, c'est bien marqué ceci, cela. Par exemple, on parlait tout à l'heure du niveau scolaire. Page 19 du Vadémécom, il y a un encadré qui leur redit bien qu'ils n'ont pas le droit d'exiger un niveau scolaire et de comparer l'enfant contrôlé à un enfant du même âge. Ouais, donc ça, c'est vraiment un document clé, hein, si Ouais. on n'est pas trop à l'aise avec la tournure des lois, Voilà. parce que c'est pas toujours très clair, ce document-là, il est vraiment intéressant. Et il s'impose aussi aux inspecteurs via le ministère de l'Éducation nationale qui le publie C'est ça. pour eux. Super. Eh ben, écoute, Marie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, que tu aurais oublié de dire? Pas spécialement, non, à part effectivement, n'hésitez pas à aller sur le site des associations pour avoir les renseignements, pour avoir le numéro de téléphone des personnes qui peuvent vous aider, du secrétariat, les coordonnées aussi. Malheureusement, ça peut servir du service juridique. Voilà, et Et puis ne, et ne pas les solliciter la veille pour le lendemain. oui, voilà aussi, parce qu'effectivement, le service juridique a quand même beaucoup de travail, hein, puisqu'il est national. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup de contrôles qui se passent mal, il y en a, donc ils ont de quoi faire, plus dans d'autres domaines. Et puis actuellement, avec le projet de loi, on est aussi très occupé voilà, à défendre les droits des familles, à anticiper. Donc oui, effectivement, voilà, on revient toujours au même. Bien se préparer à l'avance, c'est pas se préparer 2 jours avant le contrôle. Pour savoir, quand on se lance dans l'instruction en famille, tout de suite se renseigner, c'est quand même bien, quoi. Ouais, Voilà. Et puis, faire tourner cette vidéo pour que le plus de personnes possible puissent être informées et bien informées. ouais. Voilà. On En sachant espère qu'il y en a que, d'autres. bah oui, on espère que cette vidéo aura été utile. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris en écoutant tes réponses, Marie, et je te remercie beaucoup du temps que tu m'as Avec plaisir. consacré, que tu nous consacres à tous, puisqu'on va diffuser ça sur les réseaux, et que tu consacres aussi bénévolement, comme tous les gens des associations, et je pense que c'est important de le rappeler, du temps que vous consacrez tous bénévolement à nous accompagner, à nous aider et à aller jusque loin dans la défense de nos droits quand c'est nécessaire. Merci beaucoup Merci et à toi. merci et n'hésitez pas à laisser vos questions sous la vidéo. On va voir un peu ce que ça donne et puis on se posera peut-être la question d'une vidéo questions-réponses si on s'aperçoit qu'on n'a pas pu répondre à travers cette vidéo-ci à toutes les questions qui se posent maintenant. Voilà. Au revoir. Au Au revoir revoir. Marie. Salut.